Cette année, AgriDigital, le média de référence en Afrique, vous invite à une série exceptionnelle de conférences en ligne du 4 au 8 novembre 2025. Découvrez la masterclass sous le thème « Entreprendre dans les cultures fruitières » et apprenez comment faire de la culture fruitière un investissement pour l'avenir. Ensuite, le forum des médias qui va avec les journalistes agricoles en Afrique discuter sur comment l'intelligence artificielle révolutionne l'information agricole de nos jours. Également la conférence des organisations paysannes d'Afrique, COP-A, qui va rassembler les agriculteurs des 4 coins du continent sur la nécessité d'avoir des financements adaptés pour une bonne rentabilité du secteur, et participer au webinaire sous le thème « Le danger est dans nos assiettes » pour adopter une alimentation saine et valoriser les produits locaux. 4 conférences, 4 occasions d'apprendre, d'innover et d'agir pour l'Afrique de demain. Inscrivez-vous dès maintenant. AgriDigital, la référence en Afrique. Quatre conférences organisées par la référence africaine. Chers panélistes, chers internautes, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire international organisé par la référence africaine AgriDigital. Alors, une fois encore, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir à l'occasion de notre série de conférences annuelles que nous organisons chaque année. Et cette année particulièrement, nous allons animer du 4 au 8 novembre 2025 4 grandes conférences comme vous venez de le suivre dans le spot. Et ce matin, spécialement, nous allons aborder une thématique qui fait partie de notre quotidien, la question de l'alimentation. Le danger se trouve dans nos assiettes. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que des familles sont vraiment, les ménages sont exposés à tout type de maladies comme le cancer, l'hypertension artérielle et les allergies et bien d'autres. Et ces dangers trouvent aussi leur source dans notre alimentation. Alors, ce matin, AgriDigital qui a fait le vœu d'informer le public, d'informer la population à travers nos canaux, nous ne pouvons pas nous taire et nous devons justement accomplir cette mission-là. Nous voulons ouvrir le débat ce matin pour comprendre justement les risques liés à notre alimentation et voir tous ensemble les bonnes pratiques que nous pouvons adopter pour restaurer nos habitudes alimentaires. Alors, pour en parler, nous avons sur ce panel avec nous d'éminents experts venus de tous les pays d'Afrique qui vont nous entretenir sur la question. Alors, je vais rapidement les présenter pour que nous puissions avancer. Nous avons Dr Asiato Kokou qui nous vient du Togo. Il est ingénieur agroalimentaire, expert en qualité et sécurité alimentaire. Dr Asiato, j'espère que vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur le modérateur. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Non, je vous remercie plutôt pour la confiance. Voilà, merci beaucoup. Nous avons aussi Dr Bouraïma sur le panel. Il est chef division de la nutrition au ministère togolais de la Santé et de l'Hygiène publique. Dr Bouraïma, bonjour. Bonjour à monsieur Akpagana. Bonjour à tous les panélistes. Heureux d'être avec vous. Merci. Merci, merci. Nous avons un autre grand panéliste aussi avec nous. Il nous vient du Sénégal, monsieur Famara Diédiou, qui est chargé de programme Afrique de l'Ouest de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, AFSA. Monsieur Famara, bonjour. Bonjour Simon, bonjour Jean-Louis et bonjour à tous les autres co-panélistes. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons une fois encore. Vous êtes un grand habitué de nos différents webinaires, donc vraiment un plaisir partagé de vous retrouver ce matin. Nous avons aussi M. Jean-Marie Koualga qui nous vient du Burkina Faso. Il est conseiller international de Slow Foods pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone. Monsieur Jean-Marie, bonjour. Bonjour modérateur, bonjour chers amis. Un plaisir d'être là avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup à nos chers panélistes d'avoir accepté notre invitation. AgriDigital est honoré une fois encore.
Alors, le danger se trouve dans notre alimentation. Le danger se trouve dans nos assiettes. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet, nous allons observer une petite transition pour permettre à nos panélistes de bien s'installer. Mais une fois encore, nous rappelons à tous les internautes que vous pouvez déjà partager le lien autour de vous, inviter vos amis, inviter votre famille à suivre ce panel qui sera très intéressant. Et si le vrai danger se cachait dans nos assiettes? Le 4 novembre 2025, le média de référence africaine AgriDigital vous invite à un webinaire exclusif sur les bonnes habitudes alimentaires. Avec des nutritionnistes et spécialistes de l'alimentation, découvrez comment mieux manger, valoriser les produits locaux et préserver votre santé au quotidien. Le danger est dans nos assiettes, mais la solution aussi. Rendez-vous en direct sur Zoom, le 4 novembre à partir de 10h GMT. Inscrivez-vous dès maintenant. Le danger se trouve dans nos assiettes, mais la solution aussi. Justement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, Docteur Asiato, je commence tout de suite avec vous. Avec toutes les maladies que nous venons de citer, l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer, toutes ces maladies-là, de toutes ces maladies, vraiment, est-ce qu'elles sont liées à ce que nous mangeons? Docteur Asiato. Okay. Oui, merci beaucoup, Monsieur Akpagana. Merci pour le thème choisi. Effectivement, le danger se trouve dans nos assiettes, comme vous l'avez dit, parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous mettons à la bouche, quand ça rentre dans le ventre, ça fait son effet. Et ça fait son effet avant de ressortir sous forme de déchets ou bien avant d'être absorbé. Et comme vous l'aviez souligné, vous avez listé un certain nombre de maladies qui sont dues majoritairement à la consommation, au malbouffe. Mais nous n'ignorons pas, il y a cet aspect de prédisposition également qu'il y a. Parce que vous allez voir, certains aliments que vous allez consommer ne vont pas vous poser de problème, mais un autre qui a les prédispositions peut subir les effets de ces aliments-là et peut développer des maladies qu'il incarne ou bien qu'il est prédisposé, qu'il a hérité de ses parents. Donc, en dehors des prédispositions, si nous faisons attention à ce que nous avions dans nos assiettes, on limite le risque d'exposition à ces maladies que vous venez de citer. Donc, en réalité, tout un chacun a son volant en main du côté alimentation et il faut savoir manger. Mais malheureusement, le problème, c'est quoi? La majeure partie, on s'informe, on s'éduque autour des métiers, autour des thèmes qui nous regroupent dans nos écoles. Mais on oublie ce qui est le quotidien, ce qui est l'aliment que nous mangeons chaque fois, chaque heure et qui est indispensable à l'organisme. Ce qui fait qu'on n'a pas cette culture, donc on est exposé et effectivement, on mange du n'importe quoi, ce qui nous expose à ces maladies. Merci. Alors, Docteur Azeto, vraiment merci pour cette première intervention. Vous avez souligné un point, il faut savoir manger. Alors, ça m'amène à poser une question à Docteur Bourahima. Quels sont les problèmes de santé les plus liés à l'alimentation actuellement? Docteur Bourahima. Bon, merci beaucoup, chers participants, chers panélistes. Encore une fois, merci pour cette invitation. Et les problèmes de santé liés à l'alimentation sont multiples. Et en général, c'est les maladies, ce qu'on appelle les maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Donc, on va essayer de... Il y a l'obésité, il y a le diabète, l'hypertension artérielle et les autres maladies cardiovasculaires. Ça, c'est les principales maladies.
liées à l'alimentation. Pourquoi? Parce que ces maladies sont les conséquences d'une alimentation inadéquate. Je rappelle que le slogan, je rappelle le slogan de l'OMS. L'OMS a dit comme slogan pour rester, pour être en bonne santé, mais pour rester en bonne santé, il faut consommer moins sucré, moins salé, moins gras. Consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et faire au moins 30 minutes d'activité par jour. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous mangeons trop sucré, nous mangeons trop salé, nous mangeons trop gras. Et pour tout ce que je viens de citer, c'est des choses qui favorisent la survenue de toutes ces maladies dont je venais de citer. L'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et d'autres même cancers qui sont liés à l'alimentation, d'autres pathologies, hypercholestérolémie, etc. Et on ne consomme pas suffisamment de fruits et de légumes. Bon, quand on consomme des fruits et légumes, actuellement, les fruits, pourquoi l'on dit de consommer beaucoup de fruits et légumes? Parce que les fruits et légumes sont riches non seulement en vitamines et sels minéraux, en antioxydants, mais aussi en fibres. Et le rôle des fibres n'est plus à démontrer. Donc, le rôle des vitamines C minéraux n'est pas à démontrer. Le rôle des antioxydants n'est pas à démontrer. Le rôle des fibres aussi n'est pas. Donc, tous ces vitamines, sels minéraux, antioxydants, fibres, donc tous ces nutriments nous aident soit à prévenir ces maladies, ou bien quand on a déjà ces maladies, à vraiment à les contrôler pour que ces maladies ne s'aggravent pas. Et je ne sais pas si je peux continuer ou bien je laisse d'abord, je continue ou bien je, On va je revenir, continue. on va On va revenir, revenir. justement. Bon, d'accord. Donc, On va revenir. on va Oui, revenir. Sinon, bah, je voilà. vais développer pourquoi tout ça. Donc, on va y revenir. On va Donc, y merci. revenir. Donc, et donc, c'est la conséquence Hmm. d'une alimentation, les conséquences d'une alimentation inadéquate qu'on pourra développer après. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez surtout évoqué l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est ces maladies qui font vraiment dépenser les familles, les ménages à l'hôpital. On travaille et on dépense l'argent dans la santé. Et c'est vraiment un phénomène qui touche tout le monde. Et les gens veulent avoir des solutions pour pouvoir changer leur habitude alimentaire. Nous revenons à Monsieur Famara. Monsieur Famara, vous êtes là? Oui, nous sommes ensemble. Voilà. Vous venez de suivre tout ce que Dr Asiato et Dr Bourama viennent de dire. Est-ce qu'on peut dire que la modernisation de nos habitudes alimentaires aujourd'hui nous rend plus vulnérables? Mhm. Merci beaucoup. Vous savez, j'aime bien les concepts, le vocable que nous utilisons. Et je vais, avant de répondre à la question, euh, m'attaquer à deux concepts que nous avons utilisés ici, la modernisation et l'obésité. Moderne, je ne sais pas par rapport à quoi. J'aurais dit juste changement. Parce que si moderne, c'est aller copier ce que l'autre fait, là, c'est la catastrophe. Mais copier ce que les autres font, pensant que nous sommes en train de nous améliorer, là aussi, c'est la catastrophe parce qu'on aura laissé ce qui nous a maintenus, ce qui nous a rendus résilients pendant, je ne sais pas combien, pendant toute notre existence. Pour la question de l'obésité, euh, je suis en train de faire quelques recherches pour savoir est-ce que c'est un sujet qui intéresse ou bien pour lequel l'Afrique est autant impactée.
c'est-à-dire le taux d'obésité en Afrique, est-ce qu'il est aussi alarmant qu'il l'est, par exemple, dans des pays comme l'Amérique, où c'est une grande question de société? Peut-être qu'il est bon de se prémunir avant qu'on en arrive là, parce qu'il y a un changement en cours sur les systèmes alimentaires et sur les systèmes de consommation. Maintenant, rappelez-moi un peu la question, excusez-moi, afin que je puisse y répondre convenablement. Votre micro est coupé, Monsieur Simon. Est-ce que nos habitudes alimentaires aujourd'hui nous rendent plus vulnérables? Aujourd'hui, Ah oui. c'est vrai qu'on a constaté que c'est les shawarma, les hamburgers, tous ces machins qu'on mange aujourd'hui. Est-ce que, Ah est-ce, oui. est-ce que ça n'impacte pas notre santé? Ah oui. Je pense qu'un de mes prédécesseurs l'a bien abordé, ou bien l'a abordé sous une autre forme sur cette question-là. Et nous pensons que, a priori, la première réponse est que oui, effectivement, nos méthodes de consommation ont impacté sur la recrudescence d'un certain nombre de maladies qu'on appelle maladies non transmissibles ou maladies nouvelles. Et on l'a répété dans certains plateaux ou bien dans certaines séances. Pour dire quoi? Jusque-là, pour nous, l'étude, si on fait confiance à la science comme principale référence pour prendre certaines décisions ou bien pour dire que telle ou telle est la vérité, l'étude de référence jusque-là, produite par l'ANSET en 2019, a montré que ces maladies dont nous sommes en train de parler sont moins récurrentes en Afrique qu'ailleurs. Ça, c'est la finale, c'est la conclusion de l'étude. Maintenant, le plus important par rapport à la question que vous avez posée, c'est que pourquoi l'Afrique est moins affectée que les autres continents? Ils ont sorti deux principales causes. C'est que l'Afrique est le continent qui consomme le moins de produits transformés. Quand on dit produits transformés, c'est y compris les shawarma, les hamburgers et les produits de conserve. Aujourd'hui, chaque jour, on nous fait la publicité d'une nouvelle boisson très peu coûteuse qui en consomme en quantité. Ça, c'est la première raison. Donc, la faible consommation des produits hyper transformés. L'Afrique en consomme moins. C'est la raison pour laquelle l'Afrique est moins affectée. Ou bien, autrement, c'est parce que les autres pays en consomment beaucoup qu'ils sont le plus affectés. Pour les deux, soit c'est les autres ou c'est les autres, donc on dira que c'est la consommation, les changements de consommation. La deuxième explication que ce rapport scientifique a donnée, c'est que l'Afrique est encore le continent où il y a une plus grande diversité en matière de consommation, et non seulement en termes de, quand je dis diversité, diversité naturelle, je veux dire, mais aussi la consommation est traditionnelle. Nous sommes là en tant qu'Africains, nous voyons que c'est beaucoup, mais comparé aux autres, c'est petit. Donc, le peu qu'on a et qui nous affecte, effectivement, la principale raison, jusque-là scientifiquement proposée, c'est ce que nous consommons. Maintenant, c'est là où je vais terminer pour laisser la parole aux autres. Ce n'est pas le produit en tant que tel qui est le danger. Supposons le poulet. Consommer du poulet, c'est pas grave. Consommer je ne sais pas, du mil ou bien du manioc ou bien du blé, c'est pas là le problème. Mais c'est beaucoup plus le processus avec lequel ces produits ont été mis sur le marché ou bien ont été produits ici, pour ne pas répéter le mot. De quoi il s'agit? Nous étions dans une période où on ne parle que de production, productivité, 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 que ce soit animal ou végétal, que ça grandisse vite. Nous allons le dire encore ici, que grandir vite ou produire en quantité n'est pas dans une corrélation positive avec le niveau de vitamines, le niveau de matière, d'éléments minéraux qui permettent d'avoir une nutrition. Ça peut beaucoup grandir alors que les autres éléments vont dans le sens opposé.
Et ces déséquilibres font partie des causes de toutes ces maladies que nous sommes en train d'avoir, sans compter les antibiotiques et autres qui s'accumulent dans notre corps et nous devenons fragiles. Je m'en arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Famara. Monsieur Jean-Marie, j'espère que vous êtes avec nous. Monsieur Jean-Marie? Cher modérateur, je suis là. Voilà, vous avez suivi le développement de M. Famara. Est-ce que vous partagez le même avis? Merci bien, cher modérateur. En tout cas, bravo à Agri Digital pour cette belle initiative et merci de nous avoir associés à ce moment très intéressant et important de partage. En tout cas, merci à nos prédécesseurs qui ont vraiment partagé sur des idées très pertinentes. Revenir à votre question, oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et j'ajoute pour dire que dans la dynamique de notre vision de Slow Food, nous interrogeons l'histoire, nous interrogeons les communautés pour comprendre la dynamique aujourd'hui et comprendre comment nous pouvons situer des responsabilités et nous revenir un peu sur ce qu'il aurait dû être que nous avons peut-être abandonné. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'alimentation, on a l'impression que c'est seulement quelque chose qu'on doit faire entrer dans le ventre. Et dans notre conception culturelle africaine de l'alimentation, elle est encore plus vaste. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes encore dans cette conception? Est-ce que nous sommes dans cette façon de voir l'alimentation? Ou est-ce que nous avons dévié? Au point qu'aujourd'hui, comme mon frère Famara vient de le démontrer, avec les autres panélistes qui l'ont souligné, que nous sommes en train de rentrer dans un système de changement d'habitudes alimentaires. Et tout ce que nous disons, c'est tous ces changements d'habitudes alimentaires qui nous ont entraînés dans toutes ces maladies non transmissibles, dans tous ces shawarma et hamburgers dont nous citons, peut-être que nous ne connaissions pas. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'avant, quand on vous dit diabète, tension, on dit, bon, c'est la maladie des Blancs, c'est la maladie des riches. Aujourd'hui, nos communautés ne connaissaient pas ça avant. Et aujourd'hui, vous partez jusqu'au village, vous allez voir des enfants d'un certain âge qui souffrent de tension, qui souffrent de diabète. C'est des choses incomprises, inhabituelles dans nos sociétés. Ça veut dire que nos sociétés ont pris une allure qu'il faut s'interroger. Il faut s'interroger, comme Kamara l'a dit, ça veut dire que même si nous ne sommes pas encore au stade criard, au stade alarmant, il y a lieu qu'on puisse vraiment s'interroger et pouvoir arrêter la catastrophe avant qu'il y en ait une plus importante. Donc, c'est pourquoi au niveau du Slow Food, nous interpellons les individus et les communautés à s'interroger sur la manière dont nous concevons et nous consommons la nourriture. Comment nous concevons la nourriture? Aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces valeurs africaines de la conception de la nourriture. Et voilà pourquoi ça nous amène dans des habitudes alimentaires qui ne sont pas et qui nous amènent toutes les catastrophes que nous citons. Comment nous consommons? Notre conception de la nourriture ne doit pas se limiter seulement à satisfaire la faim. Mais la nourriture est en même temps aussi l'identité. La nourriture, c'est le territoire. La nourriture, c'est la communauté. La nourriture, c'est la culture. La nourriture, c'est ce qui nous définit. Notre présent, notre avenir, notre passé, notre avenir. Malheureusement, nous avons perdu ces conceptions. Aujourd'hui, au village, vous ne pouvez pas aller vous arrêter debout pour manger la nourriture. On va vous taper. Il faut respecter la nourriture. Il faut respecter la nourriture parce qu'on reconnaît à la nourriture un certain esprit. Quelque chose que nous avons tous abandonné. Et ça, c'est la conception, malheureusement, que nous avons laissée de la nourriture, qui nous a entraînés dans des habitudes qui ne sont pas celles que nous avons connues depuis dans nos histoires, dans notre communauté, dans nos territoires. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous perdre sans nous rendre compte. Aujourd'hui, quand nous regardons comment nous consommons aujourd'hui, c'est la deuxième facette de notre problématique. Comment nous consommons aujourd'hui? On préfère avoir des aliments emballés très jolis. On enlève l'emballage très belle, on jette et on commence à consommer ou même on garde la nourriture dans le même emballage sans savoir ce que ça donne comme impact sur notre alimentation. Et les emballages que nous jetons qui se trouvent dans la nature, on ne sait pas ce que ça fait. Vous voyez, toute cette manière de concevoir et de consommer d'habitudes alimentaires qui nous ont amenés dans tous ces problèmes que nous vivons aujourd'hui.
Donc, interroger la nourriture aujourd'hui, c'est s'interroger sur notre valeur, sur notre histoire, sur nos communautés, sur nos territoires. C'est comment cette alimentation a toujours été vectrice de notre être, de notre identité, de ce que nous sommes, que malheureusement nous avons abandonné. Donc, je ne voudrais pas revenir sur la cité des maladies, mais j'ajoute un autre pan qui montre vraiment que tout ce que nous constatons aujourd'hui est dû aussi au fait que, surtout en tant qu'Africains, nous avons perdu nos racines, nos valeurs culturelles, alimentaires qu'il faut retrouver si on veut vraiment arrêter les catastrophes comme mon frère Famara le dit. Donc voilà un peu ce que je peux partager par rapport à notre conception sur le quotidien, ce que devrait être la nourriture et le danger, les problèmes dans lesquels nous nous sommes retrouvés présentement, qui valent la peine qu'aujourd'hui, par exemple, dans ce cas, nous puissions partager, aider chacun de nous à s'interroger sur la manière dont il conçoit et qu'il consomme la nourriture pour sa santé, pour sa vie, pour sa culture, pour son histoire, pour son territoire. Merci bien. Alors, merci vraiment, Monsieur Jean-Marie Koalga, de nous avoir éclairé aussi sur la question. Et merci à tous nos panélistes pour avoir posé le débat, pour avoir fait le diagnostic justement de notre thématique. Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous rappelons que nous sommes connectés sur toutes nos plateformes, Facebook, TikTok et la page YouTube. N'hésitez pas à partager le lien autour de vous pour inviter d'autres personnes à nous rejoindre dans ce webinaire. Alors, nous allons maintenant nous attaquer aux origines même des dangers alimentaires. Docteur Aziato est toujours avec nous, j'espère. Voilà. Docteur Aziato, Oui. vous qui êtes expert en qualité et sécurité alimentaire, dites-nous, à quel niveau se situent aujourd'hui les principaux dangers liés à ce que nous mangeons? Est-ce au niveau de la production, au niveau de la transformation ou au niveau de la conservation même de ces produits-là? OK. Et merci beaucoup, Monsieur Akpagana. Et vraiment, ce sujet est très intéressant et ça permet d'éclairer bon nombre de personnes. Et comme vous l'aviez demandé, ce que cachent les aliments que nous consommons, en prenant les aliments de façon globale, l'aliment sur une chaîne de production. Et comme vous l'aviez si bien balayé, depuis la production, depuis l'aménagement du sol, les semis, jusqu'à la récolte, la conservation, la transformation, l'emballage, le stockage, l'aliment subit des modifications considérables et quand tous les gens qui sont autour de ces maillons ont une connaissance plus professionnelle du domaine, aucun problème ne se pose. Par le passé, il faut souligner que nos parents ont eu à produire des aliments et ils en ont consommé et on les a vus. Ils ont vieilli devant nous et ils étaient toujours solides, étant donné que l'aliment qu'ils consommaient était des aliments de qualité. Mais actuellement, vous allez voir les gens courir de gauche à droite et cherchent des voies et moyens pour améliorer leur sol qui est pratiquement dégradé. Ils n'ont même plus d'espace cultivable, ce qui fait que le seul sol ou bien la seule parcelle qu'ils disposent, ils font quand même l'essentiel pour lui apporter des éléments nutritifs, mais il faut savoir quelle qualité d'éléments nutritifs on apporte à ces sols. Quand nous allons du point de vue intrant agricole, vous allez voir les gens utilisent plein d'engrais et au détriment des engrais organiques, vous allez voir d'autres utilisent des engrais chimiques. Et ces engrais chimiques-là contiennent plein de contaminants, que ce soit organique ou inorganique. Donc, ce qui fait que le sol, ce qui fait que le sol, dès le départ, est contaminé avec ces éléments. Étant donné que la plante s'alimente à partir des ressources du sol, vous allez constater que la sève qui alimente la plante est soutirée du sol et la plante absorbe ces éléments, ces contaminants-là, qu'elle concentre. Cette concentration est maintenant conservée
et est transformé et de façon progressive s'accumule maintenant dans nos assiettes étant donné que ça provient de diverses sources. Mais également, le transformateur, une fois au contact de la matière première qui est déjà contaminée par ces éléments, il essaie de façon volontaire ou involontaire d'apporter d'autres adjuvants, d'autres ingrédients et ceci renforce également le taux de contamination. En ce sens-là, nous voulons parler par exemple des conservateurs qu'on utilise, des réduits courants qu'on utilise, des aromatisants qu'on utilise et dont on ne maîtrise pas le contour. Mais également, il faut voir, l'aliment doit être conservé de façon la plus saine possible. Mais il faut remarquer qu'il y a des emballages qui sont non contrôlés, dans lesquels sont conservés également ces aliments qui sont transformés, dédiés à être consommés. Donc, vous voyez, quand on parcourt toute la chaîne, il y a des mauvaises habitudes que les Africains n'avaient pas dans le temps. Et maintenant qu'ils transposent sous forme d'une civilisation ou une culture, soi-disant qu'ils sont civilisés alors qu'ils sont en train de mourir, ce qui limite l'espérance de vie. Donc, vraiment, les aliments sont source de ce que nous sommes aujourd'hui et ça reflète notre espérance de vie. Ça reflète notre... Il suffit d'observer la personne, vous savez de quoi il mange. Donc, il y a l'adage qui dit, montrez-moi ce que vous consommez et je vous dirai qui vous êtes ou comment vous êtes. Donc, ces aliments-là reflètent notre état de santé. Vous allez voir, les Européens, ceux qui sont de là, ils connaissent les valeurs des Africains. Ils savent que l'Africain mange bien, l'Africain est robuste. Et c'est ce qui a motivé par le passé les gens à venir chercher les bras forts, les main-d'œuvre. Pourquoi? Pour les États-Unis, pour l'Europe, ainsi de suite, pour constituer une main-d'œuvre qualifiée. Mais maintenant, nous-mêmes, on est devenus fébriles. On n'est plus fébriles qu'eux parce qu'eux, ils ont la médecine plus développée. Mais également, il faut voir cet aspect où nous ne maîtrisons pas, nous ne contrôlons pas ce qui nous envoie comme les intrants, comme les ingrédients que nous incorporons à nos produits. Et lorsqu'on va vouloir faire l'analyse de ces produits, c'est catastrophique, c'est alarmant. On ne veut pas communiquer ce qu'on trouve parce qu'on n'a pas les voies et moyens pour trouver les solutions idoines pour limiter ces catastrophes. Donc, vraiment, franchement parlant, nous devrions être sensibilisés. Nous devrons être formés pour que nous limitons un peu le dégât. Parce que vous êtes là. Moi, je travaille au laboratoire contrôle qualité des aliments où les gens viennent, ils vous disent non, je suis venu avec une innovation technologique, je suis un expert en tel domaine. Et quand vous voulez faire un peu la cartographie du produit qu'ils vous apportent, ils ne maîtrisent pas, même pas le contour, ils s'intoxiquent eux-mêmes et exposent les consommateurs. Donc, voilà les mauvaises habitudes auxquelles on fait recours et qui nous exposent énormément. Donc, vraiment, le sujet que vous avez choisi a beaucoup d'intérêt et je pense que par la suite, nous allons développer des choses qui vont beaucoup instruire les gens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Aziato. Vraiment, le sujet porte beaucoup d'intérêt et les internautes qui nous suivent sont en train de découvrir des choses également que nous-mêmes. Alors, vous avez parlé du processus de transformation même des aliments qui échappe parfois à notre contrôle. Docteur Bouraïma, en tant que nutritionniste, dites-nous quel type d'aliments ou habitudes alimentaires sont les plus dangereux aujourd'hui pour notre santé? Docteur Bouraïma, vous êtes avec nous? Veuillez activer votre micro pour... Allô? Oui, on vous reçoit à 5 sur 5. Non, j'étais en communication. Oui, reprenez la question. Alors, nous disions tantôt que quel type d'aliments ou habitudes alimentaires sont les plus dangereux aujourd'hui pour notre santé? Docteur Aziato avait évoqué le processus de production, de transformation même de ces aliments qui échappent parfois à nos contrôles et ce qui se retrouve dans nos assiettes nous procure des maladies. Maintenant, quel type d'aliments ou habitudes alimentaires sont les plus dangereux pour nous aujourd'hui, pour notre santé aujourd'hui?
Bon, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, le collègue sénégalais a dit que, bon, c'est vrai, l'obésité n'est pas, la prévalence n'est pas encore aussi élevée que dans les pays développés. Mais nous, on a fait des études ici, et justement que dans les d'autres pays africains aussi, ça commence par devenir, le support de ça commence par devenir sérieux. Par exemple, au Togo, et chez les femmes, environ un tiers des femmes en âge de procréer sont en surpoids ou bien obèses. Donc, ça commence par devenir inquiétant. Et pourquoi? Et parce que, comme il a dit, bon, il a dit aussi que on est en train de copier les habitudes alimentaires des pays développés. Ce que les pays développés sont en train de combattre, malheureusement, c'est maintenant que nous sommes en train bon, de les adopter comme habitudes alimentaires. Et pour chuter pour votre question, les produits les plus dangereux, donc c'est les produits transformés, surtout ultra transformés. Et donc, ce sont les produits qui sont les plus dangereux. Et donc, pour citer, vous les connaissez, c'est les produits raffinés. Actuellement, on est en train de, par Lomé, on est en train d'être envahi par les fast-foods. Un peu dans les coins, c'est les fast-foods. Or, c'est les produits qui sont ultra transformés, qui sont hyper caloriques. Donc, quand le message dit moins gras, donc c'est des produits qui sont trop gras. Le message dit moins sucré, c'est des produits qui contiennent beaucoup de sucre. Quand on dit le sucre, ce n'est pas le goût sucré seulement qui fait le sucre. Donc, c'est tout ce qui est sucre raffiné. Bon, quand je dis le mot sucre, les gens vont bien me comprendre. Quand je dis le mot glucides raffinés, tout ce qui est glucides raffinés, donc ça, ou bien céréales raffinées. Quand on parle de céréales raffinées, je vais étonner les gens. C'est tout ce qui est les farines de blé, la farine blanche de blé là. Donc le pain, les spaghettis, tout ce qui est fabriqué à base de farine de blé, c'est des produits raffinés. Donc, ces produits raffinés, ils sont ils sont pauvres en fibres. On a enlevé la partie qui contient les fibres, là. Or, les fibres, les fibres sont très importantes pour la nutrition et la santé. Les fibres permettent de réguler la glycémie. Les fibres permettent de contrôler le taux de cholestérol. Les fibres permettent bon, la satiété, bien sûr, quand les aliments sont riches en fibres, les fibres permettent en tout cas d'être vite rassasié, de ne pas consommer moins d'aliments. Les fibres aussi, comme on le sait, permettent de réguler le transit intestinal. Donc, les fibres sont très importantes. Or, malheureusement, ces produits raffinés, mais ultra raffinés, on a détruit les fibres. Et ces produits, et je viens aussi au niveau des gras. Donc, le gras, on consomme trop gras. Et le gras, quand on dit gras, pour rappel, 1 gramme de gras ou bien de lipides, ça donne 9 kilocalories. Donc, le gras fait grossir. Les sucres aussi, quand on consomme trop de sucre, et surtout quand c'est raffiné, et ça fait monter rapidement la glycémie et ça met le pancréas à l'épreuve. Quand le pancréas est sollicité régulièrement, ce pancréas finit par se fatiguer et ne pas produire suffisamment d'insuline. Et c'est ça qui conduit au diabète. Et quand ce pancréas aussi produit l'insuline, c'est pour faire rentrer trop de sucre dans les cellules. Malheureusement, arrivé à un certain moment, quand c'est trop de sucre ne peut pas rentrer dans les cellules et l'excès est transformé en graisse. C'est ça qui fait aussi qu'on devient en surpoids ou bien obèse. Donc, que ce soit le sucre ou bien
le gras, surtout le mauvais gras. Il y a le gras saturé qui est mauvais, mais les gras insaturés, c'est mieux pour la santé. Donc, que ce soit le gras ou bien le sucre, ça, c'est des choses qui exposent, c'est ça qui conduit les produits gras ou les produits sucrés ultra raffinés, ultra transformés, c'est ça qui conduit au surpoids et à l'obésité avec toutes les conséquences. Alors, docteur, nous restons toujours avec vous et nous force est de constater aujourd'hui que c'est justement ces produits gras-là qui ont envahi nos assiettes. Tous les jours, c'est ce que nous consommons. Même ce matin, certains en ont déjà consommé. Et quand on prend une journée typique, docteur, est-ce que vous nous recevez? Docteur Bourahima. Je vous reçois. Voilà, quand on prend une journée typique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit vraiment manger ou consommer et à quelle fréquence? Certains disent qu'il faut manger le matin, d'autres disent non. Vraiment, c'est une multitude de questions qui tournent dans nos têtes. Vous, en tant que nutritionniste, dites-nous, quand on prend une journée typique, comment on doit manger et à quelle fréquence? Bon, exactement. Actuellement, il y a beaucoup de... Bon, les gens appellent ça régime. Il y a beaucoup de régimes que les gens sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, mais tous ces régimes-là ont des limites. Certains au début, ça, mais il y a des gens qui... Il y a le jeûne intermittent, il y a les régimes cétoniques. Donc, tous ces régimes-là ont leurs limites. Et tôt ou tard, il y a ce qu'on appelle l'effet yo-yo. C'est-à-dire que l'organisme cherche toujours à se rattraper et on finit par avoir l'effet contraire. Donc, ce qu'on recommande, c'est les 3 repas, matin, midi, soir. Mais à chaque repas, il faut une certaine proportion dans l'assiette. Il faut que les fruits et légumes, bon, ça c'est l'idéal, hein. Les fruits et légumes représentent la moitié de l'assiette. Les féculents, céréales, tout ça là, représente le quart. Et les aliments qui apportent des aliments qui sont riches en protéines, les aliments de construction, aussi le quart. Je peux parler de la viande, je ne vais pas utiliser le mot la viande. Pour ceux qui peuvent, les aliments qui apportent des protéines, bon, je dis la viande, c'est surtout la viande, la viande maigre, le poisson et le haricot, tout ça, ça occupe aussi le quart de l'assiette. Donc, c'est ce qu'il faut faire à midi, le matin, à midi et le soir, c'est conseillé de ne pas manger, on dit de manger comme on le dit, le matin, il faut manger comme un roi et le soir, dîner comme un pauvre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc, parce que le soir, quand nous mangeons le soir, on ne fait plus d'activité, on va au lit. Donc, on apporte beaucoup d'énergie dans notre organisme. Cette énergie ne sera pas dépensée et c'est ça qui va se transformer en graisse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la balance énergétique. Normalement, on doit avoir une balance énergétique nulle. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est la différence entre l'apport d'énergie et les dépenses énergétiques. Si je dépense beaucoup, je dois manger beaucoup. Si je dépense peu, je dois manger peu. Mais souvent, on fait le contraire. On apporte beaucoup d'énergie dans notre organisme, on ne dépense pas. On reste au bureau. Le matin, on vient en voiture, on vient au service à voiture. Arrivé, on est au bureau devant l'ordinateur, on ne veut même pas bouger. Le soir, à midi, on prend une pause, peut-être la pause, mais on fait la sieste, on ne bouge même pas, hein. Et on mange à midi, le soir, on fait la même chose. Et donc, on stocke de l'énergie sans le savoir, soit de graisse sans le savoir. Et après, on explique que les gens nous disent qu'on a pris du poids, qu'on est devenu obèse. Donc, pour résumer, c'est ça qu'il faut faire. Et surtout, quand on est en train de manger, est-ce que ce qu'on est en train de manger là, est-ce que c'est trop gras?
Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a des traces d'huile dans ce que je suis en train de manger? Quand on commence par avoir des traces d'huile, ça veut dire que c'est déjà trop gras. Bon, nos amis sénégalais ils mangent beaucoup gras. Bon, peut-être ils bougent beaucoup aussi. Est-ce que si je suis en train de manger, est-ce que je sens le goût sucré? Quand on commence à sentir le goût sucré, ça commence par dire que c'est trop sucré. Ce que je suis en train de est-ce que je sens est-ce que c'est salé? Ça veut dire que je commence par manger trop salé. Donc, si ces petites astuces, si on arrive à les appliquer, et je crois qu'il faut manger normalement 3 repas par jour, essayer de respecter ce que j'ai dit, et sinon, ne pas essayer de s'imposer des régimes qui au début marchent, mais après ça ne marche, ça ne va plus marcher. Donc, je ne sais pas si j'ai... Non, non, s'il y a on des n'a questions. pas, on a parfaitement saisi ce que vous avez dit. Il faut manger 3 fois par jour, manger consistant dans la matinée et le soir manger léger, voilà, pour éviter d'accumuler la graisse et d'être obèse. Et surtout Alors, consommer beaucoup de fruits et légumes au cours de chaque repas. justement, justement. Les légumes, tout le monde, il y en a, il y a des légumes un peu partout. Bon, heureusement que dans le Kep, il y a beaucoup de Kep, il y a beaucoup de légumes, les Sénégalais. Mm. Mm. Alors, je vois Hmm? justement beaucoup de Sénégalais, je vois justement beaucoup de Sénégalais dans les commentaires qui sont en train de poser des Ah. questions. Voilà, nous allons laisser une question à M. Famara. Pourquoi les maladies chroniques augmentent-elles aussi vite? Monsieur Famara. Pourquoi les maladies chroniques augmentent-elles aussi vite? Bon, permettez-moi d'abord d'apprécier M. Bouraima. En tout cas, il m'a fait un satisfecit parce que juste par question de conviction, mais aussi en tout cas de notre analyse globale, nous parvenions difficilement à intégrer qu'il faudrait manger 1 ou 2 repas par jour. Ça ne faisait pas du sens pour moi. Et entendre quelqu'un dire que rester dans les 3 repas par jour, ça me réconforte un peu. Et il a donné beaucoup d'éléments, donc merci pour ça. Maintenant, pourquoi les maladies chroniques augmentent-elles? Je pense que vous-même, animateur de ce panel et tous les prédécesseurs, nous avons tous accepté, nous nous sommes tous convenus qu'il y a de plus en plus une orientation vers des aliments dont on ne maîtrise pas, les aliments transformés ou hyper transformés, mais aussi pour ne pas dire la qualité, ou bien pour ne pas dire la pauvreté, je vais dire juste la qualité inférieure ou bien basse de ce que nous sommes en train de manger. On n'a pas suffisamment de recherche pour affirmer des choses, mais c'est par rapport à des observations que nous avons eues tout au long de notre carrière et avec des lectures, etc. Et revenant sur la qualité des produits ou bien la pauvreté des produits, pour la qualité, il y a une vidéo qui circule depuis plus de 10 ans aujourd'hui qui a montré un certain nombre de fruits et de légumes. Et je me rappelle très bien pour le cas de l'orange. Il était montré que les oranges d'aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui sont entre guillemets les plus belles par la visibilité, par la vision, par le regard, sont 20 fois moins riches en vitamines et autres éléments nutritifs que les oranges d'il y a je ne sais pas combien d'années. Je pourrais retrouver ça et vous partager ça par WhatsApp. Et un ensemble de produits alimentaires, des fruits, des légumes, etc. Ils sont produits en quantité, mais en termes de contenu, en termes de sels minéraux, de vitamines, etc., c'est beaucoup moins riche. Pour nous, cette pauvreté de ce que nous mangeons fait partie des plus grandes raisons. Et malheureusement, pour combler cette pauvreté, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est des compléments, je ne sais pas comment on les appelle, compléments ou additifs qu'on ne connaît pas. Et c'est des composés, dans la plupart des cas, ceux qui nous sont offerts, c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Et nous savons que le corps humain, nous ne sommes pas des machines quand même.
c'est naturel, il doit y avoir un processus d'intégration avec ce qui est naturel, sinon le corps va rejeter. Si le corps ne peut pas rejeter, c'est de petites maladies qui vont venir. Et donc, pour nous, vraiment, la cause principale de ces maladies qui sont devenues récurrentes, c'est le nouveau type de consommation et aussi la pauvreté de ce que nous sommes en train de manger, une question d'incompatibilité par rapport à nous. Nous ne pouvons pas être loin sur cette question, mais c'est nos observations et nos déductions par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Famara. Nous restons toujours avec vous. Alors, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, les modifications génétiques sur les semences, les OMG, les OGM, voilà, peuvent être aussi l'une des causes de nos principales maladies actuellement? Avant d'y aller, il y a un proverbe au Sénégal qui dit, tradition littéraire, celui qui mange les aliments d'autrui, il va avoir les maladies d'autrui. Un des panélistes avait dit tout à l'heure que quand quelqu'un tombait malade, il y a une maladie, les gens disaient que c'est la maladie des Blancs. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de manger? Manger, c'est aussi manger tout ce qui va avec. Soit c'est les questions nutritives, mais aussi, soit c'est les questions des maladies qui vont avec. Maintenant, revenant sur la question des OGM. Les OGM, c'est effectivement de la modification génétique. Et c'est une modification qui, à l'état naturel, ne peut pas exister. Donc, l'amener dans un corps humain, on peut effectivement s'attendre à ce que ce corps humain se dise que j'ai un élément purement étranger et qu'il faudrait qu'on s'adapte. Peut-être que nous sommes en train d'aller dans un domaine qu'on ne maîtrise pas trop, mais le bon sens nous permet d'avoir ces réflexions. Donc, pour que le corps puisse s'adapter, il va faire un travail supplémentaire, un travail qu'il ne connaît pas et qui pourrait peut-être dégager des enzymes ou des choses qu'on ne connaît pas qui vont s'accumuler. Et c'est là où on dit que le stress peut aller jusqu'à nous causer des cancers, des choses comme ça. Ça, c'est la partie, comment je vais dire encore, déduction ou bien réflexion personnelle. Maintenant, si on revient sur l'élément OGM en tant que tel, parce que ce qui est montré jusque-là, c'est que les OGM, pour qu'ils puissent fonctionner, performer, en tout cas répondre aux qualités qui leur sont octroyées, il faudrait que ce soit accompagné d'au moins deux choses. Soit c'est pour, comment on appelle ça encore, résister à un certain type de pesticide, pour que quand on pompe dans le champ, que les herbes meurent et que lui, il reste, ou bien qu'il y ait, je ne sais pas quoi, un élément à l'intérieur de la plante qui fait que quand un insecte vient, cet insecte-là meurt. Ça, c'est la partie par rapport à la gestion de la plante. Maintenant, pour que ça puisse performer, l'autre élément, c'est par rapport au type de fertilisant. Les plantes OGM ou bien les produits, disons les plantes OGM, auront besoin d'un type de fertilisation qui est un peu spécial. On va parler aujourd'hui du glyphosate et autres. Des études ont montré qu'effectivement, le glyphosate est cancérigène. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer sur ça. Et comme le cancer fait partie des nouvelles maladies, on peut effectivement déduire que la consommation des OGM peut contribuer ou bien peut être une des grandes causes des nouvelles maladies dont nous sommes en train de parler. Ça, c'est la partie fertilisation. Quand on vient sur la partie, sur la partie herbicides, pesticides, etc., beaucoup d'études aussi ont montré, et principalement faites par la Copagène et bien avant quand nous étions étudiants, que dans les magasins de produits phytothérapeutiques, nous pouvons dire plus de 90%, avant de quitter les lieux, ils souffrent de certaines maladies qu'on ne connaît pas auprès des autres populations, cancer, ulcères et autres maladies similaires et les gens ont déduit, ces études ont déduit que c'est lié aux produits phytopharmaceutiques, juste parce qu'ils sont exposés dans la vente de tous les jours. Maintenant, au niveau de la plante, effectivement, en pompant
un champ d'OGM par rapport à des pesticides, herbicides ou fongicides, n'importe lesquels, et que sa plante résiste, et que les herbes, autres herbes nuisibles meurent, la conscience doit nous faire accepter que quelle que soit la quantité, la plante en tant que telle et le fruit ou la graine qui sort de cette plante va absorber un peu de cet herbicide, etc. Donc, au fur et à mesure que l'on consomme, il y a de petites microdoses que l'on consomme. Quel est le niveau ou bien le taux de présence de ces microdoses-là qui doivent nous amener, qui doivent nous causer des maladies? Je pense qu'il y a des données sur ça, je ne les ai pas spécifiquement, mais le bon sens nous permet de dire que quand je fais une accumulation de milligrammes au bout d'un certain temps et que mon corps ne parvient pas à les sortir, ça va aller jusqu'à peut-être des grammes et le corps ne va pas résister, va juste subir un certain nombre de maladies. C'est là où on dit que les OGM, pour nous, pas seulement pour nous, des études ont montré effectivement que les OGM font partie des causes des nouvelles maladies dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et je vais digresser un peu, faire la digression. Est-ce que nous avons besoin d'OGM en Afrique? Parce que la production, les données mondiales ont montré qu'on a suffisamment de production. Les données actuelles sont en train de dire que ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Est-ce que nous avons besoin d'OGM? Faire des recherches pour savoir de quoi il s'agit, avoir de la connaissance supplémentaire, oui, mais est-ce que nous avons besoin d'OGM pour nous nourrir? Ça, je pense, moi, ma réponse, c'est de dire non, nous n'en avons pas besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Famara. Le débat devient vraiment très intéressant et Monsieur Jean-Marie nous suit de près aussi. Je sais qu'il est un grand consultant en agroécologie. Monsieur Famara vient de parler justement des OGM. Vous avez évoqué en tant que nous avons perdu nos habitudes alimentaires et que l'alimentation est une question culturelle. Monsieur Jean-Marie, est-ce que sur la question des OGM, qu'est-ce que vous pensez? Merci beaucoup. Merci vraiment pour ces partages très enrichissants. Alors, je voulais dire que, avant de venir à la question, je voulais quand même dire un mot par rapport à d'où vient vraiment son problème. Aujourd'hui, dans notre dynamique sur le food, nous sommes vraiment contre ce que nous appelons le fast-food. Et tout ce que nous développons ici sont les conséquences de cet avènement de ce que nous appelons fast-food. Et c'est ça qui nous amène dans des habitudes alimentaires très catastrophiques pour notre santé. Alors, il faut dire que ces fast-food, cette pratique est venue avec les produits importés, mais il se transforme aussi dans nos produits. Et nous devons faire attention parce que c'est une façon de vivre rapide que nous appelons fast life qui est à la source des problèmes que nous vivons. Vous avez des aliments au niveau local, culturel, traditionnel, que nous avions l'habitude de préparer avec un rythme donné, un processus qui permet d'aboutir à un aliment de qualité. Mais qu'aujourd'hui, avec l'adoption de ces démarches de fast-food, on est en train de transformer, de galvauder, au point que cela aussi devient très dangereux pour notre santé. Nous pouvons avoir des aliments locaux que nous avions l'habitude de prendre une nuit pour préparer, prendre 10 heures, 3 heures pour préparer, qu'aujourd'hui, on veut nous amener à préparer en 30 minutes, en 15 minutes. C'est ça aussi le fast-food. Et c'est ça aussi qui est à la base des problèmes que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi au niveau de slow food, nous parlons de bon, propre et juste. Pour dire qu'il y a des qualités reconnues dans le processus de transformation de la nourriture qui a fait des siècles, qui a fait de l'histoire et qui a toujours fait la fierté et la santé des communautés que nous devons conserver. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train d'adopter des habitudes, des pratiques qui malheureusement dénaturent la nourriture et nous exposent dans tous les problèmes. Donc, je voulais souligner qu'il y a deux facettes de ce fast-food-là. Il y a les facettes dans les produits importés, mais il y a les facettes aussi dans les pratiques nouvelles qui s'intègrent dans nos façons de transformer nos aliments locaux. Nous devons faire attention. Nous avons connu des pratiques qui sont séculaires, qui sont historiques, qui sont culturellement reconnues et qui permettaient aux gens d'aboutir à transformer la nourriture sans problème. Et c'est là aussi, c'est un vrai problème aujourd'hui et que nous devons faire attention
pour pouvoir vraiment rester dans la santé. Et c'est pourquoi nous appelons aussi que, pour nous, nous pensons que le consommateur, c'est un coproducteur au niveau de Slow Food. Aujourd'hui, il n'est pas question que, en tant que consommateur, tu puisses aller payer de la nourriture sans savoir de quoi c'est fait. Tu as le droit que le producteur t'informe de comment, qu'est-ce que tu manges. Il arrive souvent que vous partez prendre un plat, vous-même, vous ne savez même pas à quoi ressemble le plat, de quoi c'est fait le plat. Mais nous mangeons. Parfois, on dit, mais on ne peut pas manger parce qu'on bon, a peur de demander. Et nous voulons que, en tout cas, ce rôle de coproducteur soit reconnu aux consommateurs pour qu'ils participent à la qualité de la nourriture. Et ça, c'est suffisamment important pour qu'aujourd'hui, nous puissions travailler tous à préserver notre santé et, comme nous le disons aussi, à véhiculer, valoriser ce qui a déjà fait nos savoirs locaux, nos valeurs qui ont toujours fait notre fierté, notre histoire. Et ça, c'est suffisamment important. Aujourd'hui, je veux dire aussi que, je viens des moments, ce qui nous amène dans ces habitudes alimentaires déplorables, c'est aussi la méconnaissance des vertus de nos aliments. Il arrive souvent que nous pensons que consommer nos aliments, c'est la honte. C'est un signe de pauvreté, un signe de non-évolution, de non-civilisation. Donc, consommer les éléments qui sont importés, c'est ça qui nous montre que nous faisons partie de ce que nous avons l'habitude d'appeler les VIP. Alors qu'en réalité, c'est au contraire, c'est le problème que nous allons chercher. Donc, il faut vraiment que nous en comprenions que ce que nous avons comme aliments locaux ont aussi les mêmes valeurs, non plus même parfois, plus nutritifs que ce que nous pensons par rapport aux produits importés. Donc, c'est parce que les docteurs qui sont bien placés en matière nutritionnelle l'ont démontré. Tous ces produits transformés, tous ces produits pleins d'huile et de sucre ne vont pas être plus de qualité que nos mets locaux que nous avons chez nous, que nous consommons depuis des années, qui nous amènent pour des problèmes pour nous. En matière de connaissance des vertus, malheureusement, cela est un problème et nous amène à penser que notre alimentation est pauvre et ce qui nous vient de l'extérieur est meilleur. Pourtant, comme on l'a dit, c'est l'alimentation de quelqu'un qui nous amène aussi les maladies de quelqu'un. Alors, nous devons faire attention pour ça. Et l'autre aspect que je soulignais aussi, c'est la mentalité coloniale. Vous savez, l'Africain, nous avions l'habitude de penser que l'Africain est tellement complexé que ce qui vient de l'extérieur, de l'Occident surtout, est meilleur. Nous devons travailler à décoloniser cette mentalité-là, que nous puissions reconnaître que nous avons aussi des valeurs, autant alimentaires que culturelles, que autre chose que nous devons valoriser aujourd'hui. Et ça, c'est très important si nous voulons reconstruire ce système alimentaire qui doit nous revenir. C'est pourquoi nous parlons de système alimentaire durable. Voilà, donc c'était vraiment pour apporter quelque chose aussi par rapport à ce que les gens ont dit. Et pour revenir à la question, absolument, aujourd'hui, nous pensons que les semences paysannes, nous pensons que l'agroécologie, pour combattre effectivement ce système alimentaire importé qui nous traîne les problèmes que nous citons aujourd'hui, il est important que nous puissions revaloriser donc l'agroécologie. Je dis bien revaloriser, parce que moi, je suis clairement convaincu que cette agroécologie n'est pas nouvelle pour nous, parce que ça a existé dans nos communautés. Nos parents l'ont toujours utilisé pour valoriser les sols, les champs, faire des grandes récoltes. Et c'est le modernisme que nous avons appelé modernisme que mon frère Famara a dénoncé. C'est ça qui nous a déroutés. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'il faut revenir à l'agroécologie. Il faut l'agroécologie. Non, nous, c'est un retour à ce que nous avons abandonné il y a longtemps. Nos parents l'ont toujours utilisé et qui n'ont plus produit de la nourriture de qualité qui a toujours fait la santé et la fierté de nos communautés. Donc aujourd'hui, sauvegarder donc et valoriser ces semences paysannes et l'agroécologie, nous pensons que c'est ce qui va aujourd'hui pour nous aider vraiment à reconstruire notre système alimentaire basé sur nos valeurs. Et comme nous le disons, nous ne faisons pas cela seulement pour avoir de la nourriture pour remplir les ventres, mais c'est pour aussi notre dignité, c'est pour aussi notre identité. C'est pour aussi reconnaître ce que nous sommes. Et ça, c'est suffisamment important. Et c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience que nous espérons qu'il monte sur les dangers du fast-food, les enjeux de ces maladies méconnues de nos communautés qui deviennent de plus en plus préoccupants. Et je ne sais pas pour alarmer, mais je me dis que si on y prend garde, ça va s'aggraver. Parce que même si c'est d'où les maladies viennent, il y a d'autres nouvelles maladies qui naissent encore. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être vraiment les plus malheureux.
Donc, c'est vraiment nous inviter effectivement que cette façon de faire que nous sommes en train d'adopter aujourd'hui dans les changements alimentaires, d'habitudes alimentaires, les choix alimentaires, il est important que chacun de nous se questionne vraiment sur qu'est-ce que je consomme et quel est le sens de l'alimentation pour moi. Et je crois que c'est à partir de ça que nous allons nous les mettre en cause et les positionner même sur tous les processus de la transformation de la nourriture. Et la production, la transformation, la conservation, la commercialisation et la consommation, sur toute cette chaîne. Les consommateurs se posent des questions et que nous puissions placer quelque chose, nous pensons que nous avons transformé les choses. Et comme nous l'avons dit, nous disons toujours que manger est un acte agricole et manger est un acte politique. Et c'est notre façon de faire des choix alimentaires qui détermine l'agriculture et qui détermine les politiques dans nos différents pays. Donc, c'est vraiment suffisamment important. Et je crois que le partage aujourd'hui nous permet de reconnaître effectivement le danger qu'il y a et la responsabilité qui revient à chacun de nous et à tous les niveaux pour que ces changements puissent se faire. Voilà, donc merci bien, c'est ce que je voulais aussi apporter. Merci. Ah, vraiment, on dirait notre modérateur s'est déconnecté. Ça, c'est les caprices de la connexion. Sinon, aujourd'hui, c'est tout à fait reconnu que nous, les Africains, nous avons perdu quelque chose que nous devons retrouver, que nous devons rechercher, que nous devons nous remettre en cause. Et puis, voilà, on doit changer la machine si nous voulons vraiment aller dans un sens où nous retrouvons vraiment ce que représente la nourriture pour nous. C'est dommage que, par moment, nous sommes amenés à penser que les autres sont meilleurs à nous, au point que nous puissions nous oublier et copier ce qu'ils font, alors qu'ailleurs, comme je crois que le docteur l'a dit, les gens sont en train de rechercher ce que nous avons et nous sommes en train de rechercher ce qu'ils déplorent. C'est quand même bizarre, mais c'est ça la triste réalité. Nous avons des produits locaux dans nos pays que nous sommes aujourd'hui en train d'importer en Occident, que nous-mêmes nous consommons. C'est quand même curieux. Parce que les Occidentaux prisent nos produits locaux que nous importons là-bas, alors que dans nos pays, nous les négligeons. Pourquoi ils veulent pour nous? Pourquoi ils ne mangent pas pour eux et puis ils veulent venir prendre pour nous? C'est avec moi que nous devons nous poser ces questions. Nous prenons par exemple le verre de karité. C'est des choses qu'en Occident, c'est beaucoup prisé. Et les gens préfèrent faire des économies que de se poser la question pourquoi ces gens que nous pensons évoluer et que nous pensons être dans la civilisation, comme ils le disent, pourquoi ils préfèrent venir prendre ce que nous négligeons? Et nous ne faisons que prendre les huiles importées pour inonder nos plats, pour inonder nos kepoudiennes, alors que peut-être ces beurres de qualité pouvaient aussi jouer un rôle très important dans nos kepoudiennes pour nous aider à bien manger et être en bonne santé. Alors que ces huiles importées, nous ne savons pas d'où ça vient et ça nous crée des problèmes. En tout cas, à Slow Food, nous disons que la meilleure façon de vivre, c'est de consommer à 0 km. Donc, en tout cas, je pense que je vous remercie. C'est le partage que je peux apporter. Peut-être que notre panéliste pourrait dire quelque chose en attendant que notre cher modérateur nous rejoigne. Merci. Merci Jean-Marie, et Dr Aziatou et Dr Bourema. Je voudrais juste ajouter 2 ou 3 éléments à ce que vous venez de dire. Il y a un élément important que vous avez évoqué un peu plus haut et que vous avez répété et qui, pour moi, il est important pour tout être humain, en particulier les Africains. Bien que nous pensons que nous sommes en train de perdre un certain nombre de valeurs et de principes, mais on peut relativiser ça parce que ailleurs, les gens pensent que nous en détenons encore. Et même sur le continent, les gens pensent que l'Afrique de l'Ouest est encore un bastion, un réservoir ou bien, je ne sais pas quoi, en tout cas, une zone d'espoir.
Vous avez dit que l'alimentation est une question de dignité, une question d'esprit, identité, etc. Comment nous le conçoyons quelque part à AFSA? Parce que à chaque fois qu'on veut manger, qu'on l'accepte ou non, directement ou indirectement, presque nous sommes obligés de tuer ou bien d'amputer, que ce soit un animal ou bien que ce soit un végétal. Sauf si on collecte le lait ou bien si on collecte un fruit. Mais pour le reste, on est obligé soit de couper la feuille, soit d'égorger, soit de tuer d'une manière ou d'une autre. Et c'est un âme, c'est un esprit. Et quiconque a fait un peu de retour en arrière se rendra compte que l'on soit chrétien, musulman ou toute autre forme de religion, que les prières, l'homme a prié avant l'avènement de ces religions. Et ces prières, dans la plupart des cas, ça se faisait quand on vient pour collecter dans la nature, quand on vient pour manger. La prière a commencé autour du repas. Pour moi, ça, c'est un élément important à se rappeler, que quelle que soit l'avancée, quels que soient les changements, quelle que soit, entre guillemets, l'intelligence artificielle, jusqu'au moment où on sera remplacé par les humains, soit remplacé par des robots, cette dimension spirituelle, cette dimension d'esprit devrait être notre lien entre nous et la nature, entre nous et nos aliments. Ça, c'est un élément que je voudrais sortir. OK. Il y a un élément, un deuxième élément, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire. Pour nous, il ne sera jamais suffisant de sensibiliser, tel que AgriDigital nous a invités aujourd'hui. Mais différents acteurs peuvent avoir différents moyens de sensibilisation et dans différents espaces. Ici, nous sommes à un certain niveau donné. Peut-être M. Jean-Marie Kolga le fera autrement et peut-être que Dr Bourema le fera autrement. Mais que cette sensibilisation, que nous essayons d'avoir le maximum d'informations difficiles à contredire. Quand on dit information, que ce soit dans nos systèmes alimentaires traditionnels, je ne sais pas où va traditionnel, est-ce que l'an 1900 est la tradition? Est-ce que c'est l'an 1999 qui est la tradition? Ou bien c'est au temps de la pierre taillée ou la chasse et la pêche et la cueillette? De toutes les façons, il y a évolution. Personne n'est resté comme tel, y compris nous, dans notre manière de nous habiller et de manger. Mais il y a toujours un minimum de références, de principes sur lesquels il est difficile de bouger les lignes. Donc, il faudrait faire aussi bien de la recherche dans nos systèmes alimentaires que dans la recherche dans l'autre côté, les évolutions qui ont eu pour pouvoir argumenter. Aujourd'hui, quand on dit, je ne sais pas, je ne vais pas prendre le tchéboudienne parce que pour nous, il est récent, il est venu autour de quand on imposait le riz au Sénégal, donc après les colons. Mais je vais prendre un plat sénégalais que beaucoup d'entre nous connaissent peut-être, le mbahalo saloum ou bien le nyeleng. Je ne sais pas comment ça peut s'appeler dans d'autres pays. En quoi ces aliments sont plus ou moins riches qu'un aliment qui est promu ailleurs? En quoi cet aliment est plus ou moins facile à conserver par rapport à un autre aliment amené ailleurs? En quoi ces questions de repas fermentés dans tous nos pays, manger du riz qui a couché, que je sais pas, riz couché, bien riz qui a dormi, sauf si c'est des riz qui viennent des sacs là, et là, tu le gardes jusqu'au lendemain, ça devient une pâte qu'on ne comprend pas, ça se fermente. Mais tout le temps, c'est la question des formes de fermentation. Un repas qui a fait traverser une journée ou bien une demi-journée, sans système de congélation, sans système de conservation spécifique. Quels sont ces apports vis-à-vis de nos systèmes immunitaires? Parce qu'on sait que les aliments fermentés ont leur valeur. Ces formes de recherche, on doit pouvoir les avoir. Et enfin, la question d'innovation. Nous avons tendance à tous accepter, consciemment ou inconsciemment, que l'innovation
Et tant que ça ne se rapproche pas de l'autre côté, qu'on ne veut pas parler ici, pour nous, c'est pas bon. Mais moi, là où je voudrais appeler nos chefs cuisiniers, nos mamans, les nouvelles personnes qui veulent les personnes qui veulent s'engager dans les questions d'alimentation et de nutrition, je reviens encore sur un plat sénégalais qu'on appelle le nieleng, le mbahalou saloum ou bien le fidefou de la zone où je viens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, dans sa forme actuelle, que ça puisse être aussi attractif qu'on le voudrait? Du genre, quel est le niveau de goût? Parce que c'est là où les gens ça fait partie des critères. Quel est le niveau de goût qui fait que dès que M. Simon, qui, quelle que soit sa distance vis-à-vis du Sénégal, dès qu'il goûte ça, il voudrait en avoir au Togo aussi, alors que ça vient du Sénégal. Parce que nous connaissons des produits, entre guillemets, industriels. C'est le même produit qu'on va trouver des États-Unis, en Inde, et nous l'aimons tous. Ces gens ont travaillé sur les questions de goût. Les questions de packaging. Avant d'aller sur les questions de packaging, donc il faudrait faire de ces genres de recherches sur la question de quel niveau de goût, soit pour attirer les enfants, soit pour attirer tout le monde, pour que tout le monde puisse trouver en tout cas ce qu'il veut, sans dénaturer la qualité nutritive de cet aliment-là. Pour moi, des recherches pareilles sont nécessaires pour que l'on puisse mettre ça à côté de notre sensibilisation. Et avant d'aller sur les questions d'emballage, dont quelqu'un en avait parlé tout à l'heure, aujourd'hui, il y en a qui parlent de produits négligés, ou bien culture négligée, culture abandonnée, culture orphelin, culture sous-utilisée, etc., ou bien culture d'opportunité. C'est un concept qui ne vient pas de nous, c'est un concept qui vient d'ailleurs. Et quand ils parlent de culture négligée, culture sous-utilisée, etc., etc., dans la plupart, 99% des cas, c'est des produits qui sont dans nos terroirs africains. Nous, on ne les a jamais négligés. Qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à ça? Que nos chercheurs s'appesantissent sur ça. Et là où je vais terminer, excusez-moi d'avoir été long, c'est sur cette question d'emballage. Quelqu'un d'entre nous a dit des emballages qui polluent, ils font ceci, ils font ceci, ils font cela. Je voudrais questionner, quelle est la responsabilité de Famara après avoir utilisé un produit de ce genre? Supposons que c'est un aliment et j'ai jeté le sachet. Je pense que ce même sachet se trouve des États-Unis à la Chine, de l'Afrique du Sud au Groenland. Pour nous, ce n'est pas Famara qui est responsable. C'est l'industriel qui a produit ce produit polluant-là. C'est à lui qu'on doit s'attaquer. Si lui dit qu'il veut attaquer un marché international, au moment où tout le monde est conscient qu'il faudrait aller vers le marché, vers le consommé local, c'est le producteur de ce sachet-là qui est le grand responsable. C'est à lui qu'on doit s'attaquer. Voici donc quelques éléments que je voudrais contribuer en attendant, voilà, Simon qui était un peu absent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Famara. Vous avez évoqué un aspect qui touche la recherche. Et aujourd'hui, nous devons vraiment mettre la recherche au service de notre alimentation. Et justement, Dr Asiato, vous qui êtes expert en qualité des aliments au niveau de l'ITRA, dites-nous, qu'est-ce que vous observez dans les aliments que vous diagnostiquez au niveau de l'ITRA? Dr Asiato. Oui, ok, merci beaucoup, Monsieur Simon. En réalité, nous sommes un laboratoire de contrôle qualité des aliments, mais également nous intervenons dans le contrôle qualité des produits agrocosmétiques. Et le laboratoire est tenu quand même de garder la confidentialité des résultats qu'on trouve au niveau des laboratoires, ce qui fait qu'on ne peut pas aller dans les détails de ce qu'on a trouvé, et aussi pour éviter certains problèmes, certaines polémiques. On ne va pas aller en détail, mais il faut quand même relever que lors du contrôle qualité des aliments, nous vérifions par exemple la conformité par rapport à la composition nutritionnelle de ces aliments. Et la vérification de la conformité par rapport à la composition nutritionnelle nous appelle à vérifier si
le fabricant, ce qu'il a mis comme étiquette est vérifié. Et dans la majeure partie des cas, on constate que les gens vont sur Internet et copient les valeurs préétablies parce qu'ils ont vu un produit similaire ou un opérateur qui a mis en place sa composition en ligne. Ils copient aussi, ils flanquent et d'où la nécessité, on les interpelle à venir analyser, à connaître l'identité réelle de leur produit avant de l'afficher, par exemple, sur l'emballage. Et vous allez voir la technologie que quelqu'un a utilisée pour obtenir un produit. Vous pouviez utiliser les mêmes ingrédients, mais quand vous n'appliquez pas les mêmes technologies, vous n'avez pas les mêmes résultats. Donc, il y a cet aspect technologique qu'il faut aussi voir. Également, vous pouviez appliquer pratiquement les mêmes technologies, mais il y a certains aspects, comme les effets liés au traitement technologique qui vont faire quoi? Qui vont modifier la composition de votre produit. Vous aviez dès le départ les éléments qui sont là comme facteurs, éléments nutritifs, mais lors de la transformation, en appliquant une température donnée, vous allez voir que, par exemple, les matières grasses, les lipides vont se dégrader pour donner d'autres éléments. Il s'en va même jusqu'à la formation des composés néoformés et qui sont vraiment cancérigènes et toxiques aux consommateurs. Également, quand on vient au niveau des laboratoires, en dehors de la conformité, de la vérification par rapport à la composition nutritionnelle, nous faisons des vérifications pour vérifier, pour avoir une conformité par rapport à la réglementation. Ce que le Togo veut pour ses farines infantiles, ce n'est pas la même chose. Ceux qui sont en France vont vouloir pour leur farine. Donc, nous avions une réglementation quand même nationale en matière de certaines dispositions au niveau de certains aliments de façon locale qu'on vérifie avant de pouvoir autoriser, par exemple, un opérateur à mettre un produit sur le marché. Donc, de façon réglementaire, nous vérifions la conformité de ces produits-là par rapport à la réglementation, soit nationale ou la réglementation du pays pour lequel le produit est destiné. Parce que n'ignorons pas, chaque pays a ses réalités. On parle de la libre circulation des personnes et des biens, mais il y a des barrières non tarifaires qui sont là. Et arrivé dans ces frontières-là, on vérifie ces conformités pour pouvoir donner accès sur le territoire à ces types de produits. Maintenant, de façon globale, que ce soit destiné à la consommation locale ou à l'international, nous ne devrions pas, tout à l'heure, on a fait le parcours des prédécesseurs, on a cité pas mal de contaminants pour lesquels les produits sont exposés. Et nous vérifions, par exemple, conformément à ce que le Codex a dit, ou bien conformément aux prescriptions ou à la réglementation des autres pays destinataires du produit, nous vérifions également au niveau des contaminants. Par exemple, quand nous prenons les aliments, on vérifie la teneur en aflatoxine, qui est vraiment récurrent, qui pose beaucoup de problèmes actuellement aux Africains. Donc, nous vérifions la teneur en aflatoxine de ces produits parce que vous voulez convoyer votre produit à base de céréales vers l'extérieur. On vous dit non, la réglementation dit vers l'Union européenne, vous devrez respecter, par exemple, 4 ppb. Là, il faut vérifier tout ça là, depuis la matière première jusqu'au produit transformé pour voir si la transformation a d'effet pour pouvoir réduire le taux préalable qu'on a vu lorsque la matière première est récoltée. Donc, il y a ce travail que nous faisons également avec les opérateurs où ils viennent avec leurs produits dédiés à d'autres destinations où on voit que la réglementation ne permet pas de faire passer la frontière par ces produits. Donc, nous les aidons de façon technologique à limiter les dégâts, à réduire certains aspects. J'ai donné le cas, par exemple, des mycotoxines, où vous voyez la teneur en aflatoxine qui est fleuve quand même. Également, au niveau d'autres contaminants, comme les métaux lourds, qui sont les contaminants inorganiques, vous voyez que le produit regorge de beaucoup de plomb ou de cadmium. Quand je prends par exemple le cacao, la fève de cacao qui doit être envoyée vers l'extérieur, vous allez voir qu'il y a ces aspects-là qu'on essaie de voir. Au niveau du laboratoire, actuellement, on a beaucoup d'équipements qui sont en train d'être installés pour l'analyse des pesticides, pour l'analyse des résidus de médicaments vétérinaires. Donc, il y a ces aspects-là qu'on a longtemps ignorés.
Et on se dit que l'Africain, c'est Dieu qui le protège alors que c'est faux. Quand vous voyez les décès, ceux qui font des AVC tout autour de nous, c'est alarmant. Et on se demande où va le monde. Ah, nous conduisons le monde comme cela va. Et c'est avec nos propres façons de faire qui nous amènent à la tombe. Donc, on doit limiter les dégâts. Lorsqu'on va mettre en place ces contrôles au niveau des laboratoires, lorsque ces laboratoires vont s'inscrire dans les démarches d'accréditation, où on va s'assurer que nos résultats sont fiables, là, les pays importateurs, ou bien, oui, les importateurs et les pays exportateurs auront peur de nous, parce que nous aussi, on aura fixé nos réglementations et des normes internationales qui vont quand même protéger la population. L'intérêt n'est pas de contrôler la qualité des aliments, mais c'est de protéger aussi la population. Parce que quand la population décide où allons-nous trouver des main-d'œuvre, où allons-nous trouver ces intellectuels-là qui ont fini et qui doivent tenir le pays. Donc voilà à peu près l'ambition du laboratoire national qui est créé, qui est nouvellement. Avant, je dis, on est à l'ITRA et le laboratoire est sous ITRA. Actuellement, on est en train d'ériger le laboratoire en laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments. Ce qui veut dire qu'on va couvrir tous les maillons de la chaîne en prenant du côté animal, du côté végétal et du côté de la transformation, pas couvrir de façon globale tout ce qu'il y a comme alimentation au niveau du pays. Donc voilà à peu près le mouvement qui est en train d'être fait au niveau national pour quand même s'assurer des produits qui sont transformés, consommés localement. Je vous remercie. Alors, docteur, nous restons avec vous. Déjà, nos vives félicitations pour le laboratoire qui est déjà opérationnel. Dites-nous, est-ce qu'il arrive que vous interdisez certains produits qui ne sont pas conformes aux normes nationales? OK, merci beaucoup. En réalité, chaque produit qui doit être mis sur le marché doit avoir une autorisation de mise sur le marché. Et cette autorisation de mise sur le marché est conditionnée par l'obtention d'un certificat de salubrité ou d'un agrément phytosanitaire. Et lorsque vous contrôlez un produit qui n'est pas conforme, automatiquement, ça veut dire le produit-là n'a pas de papier, n'a pas de certificat de salubrité, n'a pas d'agrément phytosanitaire, ainsi de suite. Donc, toi, en tant que consommateur, pour t'assurer, par exemple, de la qualité du produit que tu veux consommer, demande simplement à l'opérateur si tu as un agrément, si tu as un certificat de salubrité, si tu as un papier qui atteste de la qualité de ton produit. Vous allez voir 90% des cas des produits vendus en Afrique, principalement au Togo. Ces produits-là sont fabriqués dans des coulisses. C'est des produits qui ne sont pas déclarés, c'est des produits qui ne sont pas contrôlés. Vous allez voir, l'opérateur qui contrôle son produit une fois ne revient au sein des laboratoires. C'est ça même qui fait la faillite des laboratoires. Vous aviez investi en équipement lourd, vous aviez acheté des réactifs, mais vous n'avez pas les clients, vous n'avez pas les opérateurs économiques pour contrôler les produits ailleurs. Vous allez voir que c'est des forces de répression IA. C'est des descentes inopinées. C'est l'association des consommateurs qui fait cette descente et envoie ces produits vers les laboratoires, fixe des amendes et interdisent la consommation de certains produits. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, on dit quel produit a été retiré sur le marché. Combien de fois un produit est retiré sur le marché national? Il y a des efforts qui se font. Lorsqu'il y a des alarmes, là, on se conforme. Comme c'est rejeté dans tel pays, c'est rejeté aussi chez nous. Il y a cette politique qui est jouée, mais il faut nous-mêmes nous rassurer de la qualité et se prononcer et donner aussi les alarmes nous-mêmes. Et là, nous pouvions dire, le lait en provenance de la France contient tel élément, donc est rejeté par le Togo. Ça fera la fierté des Togolais. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Il y a des produits qui viennent et pour lesquels on réoriente les transformateurs, on les conseille, on les forme pour pouvoir faire mieux. Donc, il y a ce travail préalable qui est fait au niveau des laboratoires. Docteur Aziato, une dernière question. Le problème n'est pas que togolais. En Afrique, pratiquement dans les sous-régions, quand vous prenez les laboratoires et les produits qui sont mis sur le marché, c'est la même problématique. Maintenant, est-ce qu'il y a une norme au niveau, une harmonisation au niveau régional pour pouvoir centraliser tous ces problèmes et
trouver une solution adaptée. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, au niveau de la sous-région, il y a des dispositions qui sont prises. Il y a le système ouest-africain qui a mis en place un système de réseau qualité et c'est ça qui a même engendré la création des structures de qualité au niveau de chaque pays. Quand je prends l'exemple du Togo, il y a la Haute Autorité de la qualité de l'environnement qui est là et qui s'occupe de ces aspects. Ils sont là pour harmoniser la réglementation, l'adopter. Ils sont là pour adopter même les normes internationales qui sont en vigueur. Donc, c'est un travail qui n'est pas seulement fait du côté alimentaire, mais qui couvre tout ce qu'il y a comme activité humaine. Quand nous allons même au niveau de l'électricité, il y a des normes, il y a des réglementations qui doivent être adoptées et il y a des commissions qui doivent être mises en place. Ce qui fait qu'au niveau de chaque pays, on a ces structures de qualité qui existent et qui font la promotion de la qualité. Au sein de ces structures-là, on a d'autres structures techniques qui sont regroupées et qui font des travaux. C'est au début et ça vient très lentement. C'est un travail qui est en train d'être fait et ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Et c'est maintenant, cette culture vient de façon progressive et on est en train de l'insérer dans les prérogatives des États. Ce qui fait que ce n'est pas très remarquable, mais il y a un travail de base qui se fait pour quand même harmoniser les réglementations pour que l'Afrique aussi soit à un niveau, pour que seulement l'Europe, les États-Unis, ainsi de suite, ne nous imposent pas leurs réglementations. Quand vous voyez, l'Afrique participe aux réunions de CODES, aux réunions ISO, ainsi de suite, pour l'élaboration des normes. L'Afrique a des laboratoires vraiment compétents qui font de bons boulots. L'Afrique a des experts qui participent à ces grandes réunions-là. Mais il reste à se l'approprier au niveau pays et de façon individuelle pour pouvoir aller maintenant de façon collective. Parce que quand vous ne l'expérimentez pas chez vous et que vous allez aux réunions, c'est des questions de formalité. Donc, il faut s'assurer des réalités de façon locale avant d'avoir une vision plus large. Donc, le travail, ça nous appartient à nous tous de travailler en union pour pouvoir relever le niveau de façon efficace. Merci. Merci beaucoup, Dr Asiato, pour ces éléments d'éclaircissement. Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous rappelons que nous sommes sur le webinaire lié à l'alimentation. Voilà, qu'est-ce que nous mangeons, quels sont les dangers qui sont liés à notre alimentation et justement les solutions que nous pouvons proposer pour restaurer nos habitudes alimentaires. Alors, les internautes ont posé quelques questions dans les chats. Nous allons rapidement les répondre. Alors, une question est adressée à Dr Bouraïma. Dr Bouraïma, vous êtes avec nous, j'espère. Vous. Voilà, il y a une question qui vous est adressée. Certaines maladies comme les infections, l'hémorroïde, les problèmes d'yeux, les goitres, par exemple, sont récurrents aujourd'hui. Est-ce que ces maladies sont dues à la mauvaise alimentation? C'est une question d'un internaute. Bon, merci beaucoup. Tout peut être lié à une mauvaise alimentation, mais il y a certains qui sont spécifiquement liés à une mauvaise alimentation. Par exemple, quand je parle d'infection, pourquoi l'infection? Il y a un cercle vicieux entre infection et nutrition ou bien alimentation. Si vous nourrissez mal, votre système immunitaire va en pâtir et vous allez faire facilement des infections. Sinon, ce n'est pas l'ambiance qui va donner des microbes, mais la mauvaise alimentation va faire que votre système immunitaire va s'affaiblir et votre organisme sera une proie plus facile pour les infections. Et par rapport à l'hémorroïde aussi, quand on a l'hémorroïde, il y a certains aliments qu'il ne faut pas consommer. Ce n'est pas
la nutrition qui donne l'hémorroïde, mais la mauvaise nutrition peut favoriser l'hémorroïde. Je venais de parler des fibres, ou bien des fibres, des aliments riches en fibres, que sont les légumes ou bien les fruits. Quand votre alimentation est pauvre en fibres, vous serez constipé. Et qui dit constipé, vous allez pousser pour aller, en tout cas pour faire vos besoins. J'espère qu'on se comprend. Donc, le fait de pousser pour faire les besoins, ça favorise les hémorroïdes ou bien ça va aggraver les crises hémorroïdaires. Sinon, c'est pas là. Sinon, c'est le lien entre la nutrition, l'alimentation et les hémorroïdes. Donc, si vous avez une alimentation qui est riche en fibres, vous allez voir que vous allez, j'ai dit là, le transient sera facilité, vous allez faire les besoins facilement et vous allez moins de risques de les hémorroïdes ou bien d'avoir des crises d'hémorroïdes. Et par rapport au problème d'yeux, il y a des nutriments, notamment la vitamine A, est- qui intervient dans la vision. Donc, la vitamine A, quand vous avez une alimentation riche en vitamine A, surtout chez les enfants, ça favorise une bonne vision chez les enfants. Donc, le contraire aussi, quand vous êtes carencé en vitamine A, surtout chez les enfants, la carence en vitamine A, c'est la première cause évitable de cécité dans le monde chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, les problèmes comme les problèmes d'yeux, certains problèmes d'yeux peuvent être corrigés par l'apport en nutriments riches en vitamine A. Bon, pour le goitre aussi, il y a ce qu'on appelle le goitre endémique. Donc, le goitre endémique, la principale cause de cette goitre endémique, c'est la carence en un nutriment qu'on appelle l'iode. Donc, l'iode, quand vous êtes carencé en iode, et vous pouvez développer le goitre. Il y a même des zones, et donc on appelle ça l'endémie goitreuse, qui est en Afrique et dans les pays sous-développés, qui est due à une carence en iode. Ça veut dire que tous les goitres ne sont pas, ne sont pas dus à une carence en iode. Donc, il y a des goitres qui ont d'autres origines. Mais les goitres endémiques sont dus à une carence en iode. Et quand vous consommez les aliments riches en iode, que sont les produits de mer, tout ce qui est issu de la mer qui est comestible, le poisson, les crabes, les crevettes, sont riches en iode. Si vous consommez surtout, vous utilisez le sel iodé, le sel auquel on a ajouté de l'iode. Donc, vous allez, surtout chez les femmes enceintes et chez les enfants, vous allez lutter contre ce goitre endémique-là. Mais j'avais dit qu'il faut pas consommer trop de sel. La quantité de sel recommandée par l'OMS, c'est moins de 5 grammes de sel par jour. Moins de 5 grammes de sel par jour, que ce soit du sel ajouté ou bien du sel caché. Il y a du sel caché, hein, dans les jambons, il y a du sel salé. Donc, tout ça comptabilisé, ça doit faire moins de 5 grammes de sel par jour. Et ce sel doit être normalement iodé si on veut éviter le goitre. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes ces questions. Encore une question toujours à vous, Dr. Brahima. Il y Oui. a un frère qui demande, pendant le Ramadan, beaucoup de musulmans se plaignent des problèmes de l'estomac. Alors, selon vous, quelle serait la cause? Bon, et la cause, est-ce que, d'abord, problème d'estomac, bon, parce qu'on parle de gastrique, mais de l'ulcère. Si, par exemple, est-ce que la personne se savait ulcérée avant de commencer son jeûne? Donc, je ne sais pas si la personne savait ulcérée. Normalement, et quand on est ulcéré, avant de commencer le jeûne, il faut faire une consultation médicale. Il faut aller voir un médecin pour voir est-ce que actuellement mon ulcère est guéri ou bien je veux être en poussée le ulcère n'est pas guéri. Si le ulcère n'est pas guéri, bon, la religion musulmane
pas compliqué. Quand on est malade, et une maladie que le jeûne peut aggraver, on n'est pas obligé de faire le jeûne. Donc, mais si on se sent, on sent ulcéré, on se connaît ulcéré et que avant le jeûne, on a des crises et on fait le jeûne parce que le jeûne, c'est le jeûne de Ramadan, c'est minimum. On commence à, bon, selon les pays, au Togo, on commence à 5 heures du matin et on finit à 6 heures. Donc, minimum 12 heures. Et dans les 12 heures là, il y a des moments où il n'y a rien dans l'estomac et c'est l'acidité qui est plus sécrétée et qui dit acidité, c'est ça qui déclenche les crises de cette douleur au niveau de l'estomac là. Donc, normalement, si on n'a pas le problème d'ulcère, normalement, le jeûne ne donne pas pas des problèmes, des douleurs au niveau de l'estomac. Mais si on se sent, si on se connaît ulcéreux ou bien chose, il faut consulter pour éviter des problèmes. Donc, la cause, c'est la cause, c'est ce que je dis, après ce qu'on mange à 5 heures du matin et jusqu'à au plus tard 14 heures, 15 heures, bon, il y a plus grand-chose. Et c'est l'acidité que l'estomac produit. C'est ça qui va irriter l'estomac et entraîner ces douleurs-là. Merci. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci beaucoup, Dr. Bourahima. J'espère que les internautes ont suivi avec attention votre question. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce webinaire, mais avant de clôturer, nous allons vous donner la parole à nos chers panélistes pour nous dire vos recommandations et vos conseils, vos bonnes pratiques pour que nous puissions manger désormais de façon saine et équilibrée. Monsieur Famara, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Voilà, quel est votre mot de fin? Merci beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Peut-être une minute pour un peu de provocation et voilà, mes perspectives. La question de l'aflatoxine a été évoquée. Depuis un bon moment, peut-être 5 ans, 6 ans, nous n'allons pas l'appeler de la recherche, mais des observations pour le moment. Et peut-être qu'une recherche va suivre. Et notre constat dans nos observations, c'est que l'aflatoxine, notamment sur le maïs et l'arachide, l'aflatoxine est beaucoup plus présente quand c'est des semences améliorées. Quand c'est des semences traditionnelles ou paysannes ou je ne sais pas quoi d'autre, la vulnérabilité ou bien la sensibilité à l'aflatoxine est très faible. Ça, c'est un. Et de l'autre côté, nous avons aussi, dans nos observations, vu que pour des pays comme le Sénégal, la question de l'aflatoxine a été mise au devant de la scène beaucoup plus quand les entreprises locales ou bien les paysans ont commencé à faire leur propre transformation de leur huile, de leur arachide en huile. Et pour permettre au marché extérieur d'avoir de la place sur le marché sénégalais, il y a eu une propagande disant que leur arachide est malsaine, que leur huile est malsaine, afin qu'on puisse nous amener une huile qui est basée sur les fleurs de tournesol et autres, qui n'est pas produite au Sénégal. Et d'ailleurs, l'huile de tournesol est très sensible à la chaleur, alors que l'huile d'arachide n'est pas trop sensible à la chaleur en matière de création ou bien provocation de cancer. Donc, on n'a qu'à tirer les conclusions nécessaires. L'autre partie, c'est sur la consommation en général. Nous avons tous constaté que quand il s'agit de blé et tous les produits dérivés, l'Europe est championne. Quand il s'agit de riz et tous les produits dérivés, l'Asie est championne. Quand il s'agit de maïs et tous les produits dérivés, l'Amérique est championne. Où est l'Afrique? Est-ce qu'on doit aller compétir et se bousculer dans des terrains qui sont déjà gagnés?
Moi, je dirais que non. Nous avons beaucoup d'autres espaces sur lesquels on doit pouvoir performer et on doit pouvoir imposer au monde ou bien à nous-mêmes au moins. Et je fais ici un clin d'œil à toutes les formes de mil, le mil, le millet, le sorgho, etc. Nous avons un bon bastion pour ça. Toutes les formes de tubercules, le manioc, l'igname, le taro et même quelque part la banane, nous devons pouvoir compétir sur ça avec toutes les formes de transformation. Et enfin, en matière d'espace, aujourd'hui, il est reconnu que la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est une initiative ambitieuse africaine et que si elle marche, elle pourrait nous sortir de l'ornière. Maintenant, ce que docteur, je pense, Bouraïma disait tout à l'heure, ou bien l'autre docteur, c'est quelle forme de normes et de standards on doit mettre. Est-ce qu'on doit encore aller copier les standards, je ne sais pas, qui viennent d'où et qui ne répondent pas à nos systèmes d'alimentation, ou bien on doit permettre d'avoir des standards en matière de, je ne sais pas comment on les appelle, assurance qualité, qui permettent à l'Africain de manger. Voici donc quelques éléments que je voudrais partager avant la fin, en remerciant tout le monde, particulièrement AgriDigital, d'avoir organisé cet espace pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Famara. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation sur ce panel. Sauf que j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur la grande campagne de sensibilisation sur le foot que vous avez lancée, Afza lancé la dernière fois. Mais on va revenir. Le temps est contre nous. On va quand même y revenir après. Les internautes peuvent poser leurs questions dans les chats. Même après le webinaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Monsieur Jean-Marie, nous sommes quasiment à la fin. Dites-nous, quel est votre mot de fin? Merci beaucoup. Moi, mon mot de fin, c'est vraiment me réjouir vraiment de ce cadre pour nous est vraiment important. Merci à AgriDigital de l'avoir initié. Moi, ce que je veux dire, c'est que je résume que, comme nous le faisons toujours dans notre cadre du mouvement sur le food, pensons aujourd'hui qu'il faut qu'on mette l'accent vraiment sur le consommateur afin qu'il prenne conscience. C'est vrai que mon frère Famara parlait d'agir sur le producteur, par exemple, celui qui est responsable, par exemple, du plastique et tout. Mais nous disons, par exemple, qu'il faut agir en amont et en aval, soit à ce que le consommateur aussi puisse jouer sur la dynamique des choix, des choses à mettre sur le marché. Si, par exemple, le consommateur est conscient et qu'il refuse une certaine offre, comme on le dit, le marché répond à l'offre. Donc, si le consommateur est conscient et qu'il fait un choix alimentaire responsable, il va jouer sur le marché, il va jouer sur les produits qui sont mis sur le marché. Donc, nous pensons qu'on peut faire le plaidoyer pour arrêter certaines pratiques, mais aussi agir sur le consommateur, sur la communauté, pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lutter. Il faut qu'on revienne à une situation qui peut nous favoriser tous. Alors, nous avons aussi, pensons qu'aujourd'hui, l'action politique est très importante. Et quand nous parlons de produits locaux, nous parlons aussi de l'alimentation locale. Donc, en même temps, nous voulons que la politique soit vraiment axée sur l'agroécologie, sur les schémas paysans, pour permettre en sorte que toute la chaîne puisse être de qualité. Parce que si vous êtes la production, elle n'est pas de qualité, il est évident que l'aboutissement à l'assiette ne va pas répondre à ce que nous souhaitons. Donc, plaider pour des politiques vraiment d'une alimentation ou des systèmes alimentaires durables, c'est suffisamment important que nous pensons que nous pouvons mettre l'accent. Alors, enfin, c'est au niveau de la recherche. Je crois que le Père Farama l'a dit. Alors, c'est très bien. Nous voulons la recherche pour avancer, mais il faut que la recherche soit africanisée, que la recherche soit endogénisée, pour que nous puissions nous reconnaître tous dans ce que la recherche nous propose. Il faut que nous finissions avec l'occidentalisation de notre recherche, afin que nos normes qui sont définies, que nos recherches qui sont appliquées viennent favoriser, viennent valoriser et viennent mieux nous orienter sur ce que nous sommes. Nous pensons que c'est en ce moment que nous allons évoluer vers la souveraineté africaine sur tous les domaines. Et c'est ce qui va nous définir aussi, afin que nous puissions être compétitifs au regard du reste du monde. Moi, généralement, quand on me dit selon les standards mondiaux, selon les normes mondiales, j'ai parfois peur. Est-ce que dans ces normes,
dans ces standards mondiaux, quelle est la part de l'Africain dans ces critères qui sont parfois définis et qui nous sont imposés, est-ce que nous nous reconnaissons là-dessus? Donc, nous pensons que ça peut être des aspects qui on les prend en compte. Ça va nous permettre de revenir à nous-mêmes, de révaloriser nos valeurs et de nous permettre de nous retrouver nous-mêmes et de nous réjouir de ce qui est de chez nous. Parce que, comme on l'a dit, l'alimentation pour nous, ce n'est pas seulement satisfaire la faim, mais c'est aussi véhiculer tout un être, toute une dignité et toute une identité qui a toujours fait la fierté de la communauté jusqu'à maintenant. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Alors, Monsieur Dr Kokou Asiato, un dernier mot pour nos chers internautes qui nous suivent. Ok, merci beaucoup, cher modérateur. On a quand même fait le tour et on a parlé de l'essentiel. Moi, en résumé, ce que je peux dire, j'exhorte tout un chacun, n'abandonnons pas nos coutumes, nos habitudes alimentaires. Retournons aux habitudes alimentaires ancestrales, hein, et de façon collective et individuelle, il faudrait qu'on retrouve ces habitudes alimentaires. Focalisons-nous sur nos mamans qui sont là et qui ont gardé ces coutumes pour que ces habitudes ne soient pas perdues. Parce qu'on voit que de génération en génération, ça se dégrade et ne transposons pas ce qui vient de l'extérieur en Afrique. Vivons authentiques, vivons africains pour que nous retrouvons la santé d'avant, la santé authentique, la parfaite santé ou une santé naturelle. N'ayons pas une santé liée par les médicaments et les compléments alimentaires, mais soutenons notre santé par des aliments. Donc, mangeons sain, consommons des aliments quand même, comme l'a dit le doyen Dr Bourahima, qui regroupe les 3 groupes d'aliments et supplémentons avec les fruits et légumes, comme ça a été toujours dit et comme ça circule sur les réseaux sociaux, afin que même si nous consommons des aliments qui s'avèrent toxiques, il faudrait que les antioxydants retrouvés dans les fruits et légumes nous aident à les dégrader et à retrouver une santé parfaite. Merci beaucoup et merci pour l'initiative. À tout à l'heure. C'est la référence africaine que je remercie. Alors, Oui. nous devons revenir à nos habitudes alimentaires. Dr Bourahima, votre mot de fin? Bon, merci. D'abord, merci pour l'initiative. Merci aux autres panélistes pour les échanges que nous avons eus ensemble. Donc, comme vient de le dire mon prédécesseur, il faut qu'on revienne à nos habitudes alimentaires africaines. C'est parce que ça vient de chez les Blancs que c'est toujours bon. Il a dit les Blancs sont en train d'abandonner. Ce que les Blancs sont en train d'abandonner, c'est que on veut opter. C'est une grave erreur. Et pour revenir à nos habitudes, il faut que l'agriculture, la santé et tous les secteurs qui contribuent directement ou indirectement à une bonne alimentation de la population se mettent ensemble. C'est ensemble que nous allons gagner cette bataille-là. L'agriculture doit produire des aliments plus nutritifs, plus sains et plus durables pour les générations futures. Donc, chacun doit jouer son rôle. Il faut que ce soit les techniciens, les politiciens, il faut que chacun joue son rôle. Quelqu'un qui est dans le chat, qui a l'impression que les autorités ne nous aident pas. Bon, moi, je crois que, bon, peut-être il a en partie raison, mais nous sommes tous des autorités, tout le monde doit jouer son rôle. C'est à nous d'éclairer les autorités. C'est vrai que des fois, ils ne nous écoutent pas, mais continuons par les éclairer, par leur apporter des preuves que
de ce que nous pensons être, nous savons être, nous pensons, de ce que nous sommes convaincus et qui est bon pour notre population. Donc, merci beaucoup aux uns, aux autres. Merci à ceux qui ont pris le temps pour nous suivre aussi. Donc, ce n'est que le début. Si ça peut se répéter, c'est une bonne chose pour nous tous et pour la population. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Bourahima. Mhm. Merci vraiment. Merci à tous nos panélistes. Monsieur Famara, merci beaucoup. Monsieur Jean-Marie, merci beaucoup. Dr. Asiato, merci vraiment pour les échanges. Ce fut vraiment très instructif. Nous sommes à la fin de ce webinaire. Chers internautes, chers panélistes, AgriDigital vous remercie. La référence africaine vous remercie. Et nous rappelons que demain, nous continuons avec nos séries de conférences, de masterclass qui seront tout autant alléchants que ce panel d'aujourd'hui. Alors, portez-vous bien et surtout bon après-midi. Pour finir, chers panélistes, veuillez activer votre caméra. Votre caméra. Voilà. Une minute. C'est bon? OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Monsieur Famara, votre caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci à vous. On est ensemble. Merci. Merci. Merci, AgriDigital. Merci vraiment. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Et bon vent. Explorez de nouveaux horizons avec AgriDigital, votre partenaire de choix pour la réalisation de vos spots publicitaires, publi-reportages et de vos documentaires. Plongez au cœur de votre histoire agricole et entrepreneuriale avec nos prestations sur mesure. Mettons en lumière votre passion, votre savoir-faire et vos réussites. De la terre à l'écran, nos équipes captivent votre audience, créant une connexion authentique avec vos clients et partenaires. À AgriDigital, chaque histoire et chaque projet devient une aventure captivante. Contactez-nous aujourd'hui pour donner vie à votre success story avec AgriDigital.